On va continuer du coup notre journée dédiée à la gouvernance de l'information pour nous intéresser plus particulièrement cette fois à la cybersécurité qui est un vaste sujet. Pour les personnes qui pourraient éventuellement nous rejoindre, pour rappel, je suis Fabien Carré-Marinet, journaliste pour Archimag, toujours entouré de Caroline Buscal, fidèle au poste. Je rappelle, Caroline, que tu es consultante experte et surtout directrice de Cerda Conseil. Et puis, un petit nouveau sur cette journée finalement, Guillaume Brault, vous êtes directeur technique et consultant expert chez Box. Et donc, on va parler effectivement de tout ce qui concerne le traitement sécurisé des données, la gouvernance de l'information sécurisée et conforme. Alors, juste avant de vous laisser la parole, chers experts, je voulais partager avec nos participants un petit sondage qui pourra un petit peu étayer nos propos, nos réflexions juste après, qui concernent un petit peu les risques qui vous préoccupent le plus en matière de gouvernance de l'information. Donc, n'hésitez pas à nous répondre, à y participer pour alimenter un petit peu les réflexions. Caroline, d'ores et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les impacts pour les organisations de ne pas, comment dire, se préoccuper davantage de leurs données et de la sécurité surtout de celles-ci? Quels sont Alors les oui, risques? c'est un vrai sujet, hein. C'est le sujet de la confiance numérique qui est partie prenante, pardon, de tout programme de gouvernance de l'information. Il embarque ces sujets de sécurité et on attend de la gouvernance qu'elle puisse apporter des réponses à la hauteur des enjeux actuels. Nos organisations ne s'y trompent pas, hein. Je précisais tout à l'heure sur les indicateurs forts du rapport 2023 qu'on avait vu que les budgets d'investissement sur le numérique était resté stable, malgré le contexte anxiogène dans lequel on peut être, voire avait même accru de 10 à 11% sur certaines organisations. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ces investissements, beaucoup se sont orientés ou réorientés vers des solutions avec plus de sécurité. La signature électronique est clairement un élément qui apporte de la sécurité, le cloud également. Donc en fait, cette situation de risque, et je vais peut-être partager juste une slide pour répondre à ce que tu évoquais par rapport au type de risque possible. Je ne sais pas si on voit bien mon écran. Voilà, les Pour risques l'instant, aujourd'hui. excuse-moi Caroline, je me permets de te couper. Pour l'instant, on ne voit Oui, pas ton écran. on voit pas mon écran. Alors attends. Sinon, je vais le dire tout simplement comme ça. Les principaux risques, effectivement, auxquels sont confrontés. Alors, bien sûr, il y a les cyberattaques, tous les risques, les crimes technologiques. Plus de 60% de nos répondants ont pointé ce type de risque en premier, en évoquant effectivement leur sentiment de fragilité. Je lisais un article pas plus tard que ce matin sur le cloud et la sécurité, où on comparait les 2 dernières années et on constatait qu'effectivement, il y avait une augmentation significative du nombre d'attaques au niveau des organisations, notamment sur les organisations dont les réseaux sont basés sur le cloud, avec une progression de 48% entre 2021 et 2022. Donc, ce sentiment partagé par nos répondants est tout à fait validé, on va dire malheureusement, par les chiffres que l'on rencontre. Mais le second risque, et ça c'est intéressant de l'avoir en tête, qui est pointé par l'enquête, pour un répondant sur deux, c'est le risque de la négligence humaine. C'est-à-dire le fait effectivement, alors ça peut prendre des formes tout à fait différentes. La négligence humaine, c'est le mauvais document, la mauvaise version du document, la transmission d'un code d'accès à une personne qui ne devrait peut-être pas nécessairement l'avoir en propre, une habilitation sur un gisement, une GED, une GEC, un système d'archivage électronique qui a peut-être été insuffisamment suivi ou encadré, qui peut entraîner derrière des modifications, voire des suppressions de fichiers. Donc, c'est toute une accumulation possible de petits gestes insuffisamment encadrés qui peut entraîner ces erreurs et ces ratages et qui se qualifient effectivement de négligence humaine. On a également l'autre risque de ne pas être en adéquation avec la conformité auquel on doit être aujourd'hui aligné. C'est notamment l'inquiétude autour de la conformité sur les données à caractère personnel et le niveau de sécurité qu'il est important de mettre en œuvre pour pouvoir les protéger, les traiter, mais également les éliminer, les détruire lorsque le traitement pour lequel on avait pu accéder à ces informations était terminé.
Donc, il y a aussi pour un répondant sur deux une inquiétude autour des risques liés à la non mise en application de cette conformité. Et puis, pour faire écho à ce qu'on a dit précédemment, l'autre risque fortement ressenti, c'est celui lié au recours au télétravail, qui effectivement s'est largement démocratisé ces dernières années, mais qui a entraîné de fait la démultiplication d'espaces de stockage, quels qu'ils soient, qui donne lieu de plus en plus à un peu des vracs bureautiques dont on ne sait pas trop quoi faire, et pour lesquels, là aussi, la sécurité d'accès à ces données n'est pas nécessairement au cœur des préoccupations premières des utilisateurs. Donc là aussi, c'est fortement ressenti. La première conséquence de tous ces risques qu'ils expriment, c'est la perte de données. C'est-à-dire que pour plus de 70% des répondants, donc 70%, c'est un chiffre fort, sur 2000 répondants et 200 organisations, c'est quand même largement un sentiment ressenti, c'est de dire derrière, le danger premier, c'est de perdre ces données. Alors, les perdre en tant qu'accès, les perdre en termes de besoins de conservation. Et on attend justement du programme de GI de pouvoir apporter de l'efficacité à ces process pour protéger l'accès à ces données et de ne pas être dans une situation, encore une fois, de perte. Voilà ce qui ressort pour répondre à ta question par rapport à l'enquête 2023. Merci Caroline. Effectivement, c'est un petit peu la tendance aussi qui ressort du sondage que j'ai lancé précédemment. Vous êtes une petite quarantaine à y avoir répondu. Le premier risque qui préoccupe les organisations, ce serait la cybersécurité. 29% de répondants la citent. Quasiment à égalité, 24-23%. Le partage et la collaboration, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé l'erreur humaine, la présence de silos d'information qui touche toujours plus d'organisations, et enfin la conformité, 20% de répondants. Guillaume, je me tourne vers vous. Qu'évoquent ces résultats pour vous et que pensez-vous un petit peu des constats qui ont été partagés par Caroline et ces tendances un petit peu? Bon, bah, c'est des constats qui sont clairement partagés par le marché. Aujourd'hui, Box est un acteur, et merci encore une fois de nous avoir invités aujourd'hui. On est dans ces sujets-là avec aujourd'hui beaucoup de nos clients. Et effectivement, les trois thématiques que Caroline a remontées, les facteurs humains, la cybersécurité, la régulation, sont des vrais sujets. Et si vous me permettez juste de partager pour un petit peu étayer mon propos, Bien sûr. ces thématiques-là, elles sont assez spécifiques sur, je ne sais pas si vous voyez ce que je vous C'est partage bon. actuellement. Très bien. Ces thématiques-là autour de la protection de données, je voyais tout à l'heure qu'on discutait de la différence entre la gouvernance de l'information et la gouvernance de la donnée. Ici, on va plutôt parler de la gouvernance de la donnée, et même, vous le constatez ici, lorsqu'on va parler de données, finalement, on va être face à finalement deux mondes un petit peu différents. Vous avez des notions dites de données non structurées, c'est, je dirais, vos bases clients dans du Salesforce, vos données de facturation dans du SAP, qui sont la plupart du temps protégées parce qu'on est dans un environnement qui est habituellement cloisonné et contrôlé de bout en bout. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la grande majorité des données qui font la propriété intellectuelle et la valeur intellectuelle des entreprises aujourd'hui, elles ne sont pas dans Salesforce ou dans SAP. Elles sont sous une forme dite non structurée. Et une donnée non structurée, qu'est-ce que c'est en vulgarisant? Une donnée non structurée, c'est un document. C'est un fichier, et un fichier qui peut être de tout type différent pour tout type d'activité différent, et qui vont chacun potentiellement avoir des niveaux de sensibilité qui peuvent être plus ou moins importants. Ça peut être, je sais pas, le document Photoshop ou InDesign de votre nouvelle campagne marketing que vous êtes en train de produire, des éléments contractuels ou juridiques, ou encore plus importants, des éléments issus de la recherche et développement, le plan format AutoCAD de votre nouvelle usine ou de nouveaux produits en cours de production. Et tous ces contenus-là, qui sont des contenus de valeur et dont on doit absolument assurer la protection, sont sous forme de données non structurées. Et ces informations-là ont une particularité qui ne s'applique qu'aux données non structurées, c'est leur extrême volatilité. C'est de se dire que ces informations, elles peuvent être le matin sur le disque dur d'un collaborateur, le midi sur un serveur de fichiers, le soir dans un mail en tant que pièce jointe. Et puis, vu que le mail n'est peut-être pas passé parce que la pièce jointe était trop grosse, eh ben, ce document finit dans un service de partage en ligne grand public, des WeTransfer, Dropbox et j'en passe. Donc, il y a des réels besoins de gouvernance
qui sont vraiment spécifiques à cette typologie de données. Et justement, mon rôle pour les quelques minutes qui viennent, c'est justement d'essayer de vous donner un petit peu déjà une illustration des risques potentiels, et ils ont été parfaitement cités par Caroline, mais surtout vous donner des pistes et des clés de lecture pour essayer de les traiter et d'apporter des réponses à ces différents risques. Le premier, Caroline en a bien parlé, les facteurs humains. On ne parle pas ici de malveillance, on parle potentiellement de diffusion non maîtrisée ou non contrôlée de l'information. Ça peut être un document sensible qui est partagé à des tiers, tant internes qu'externes, qui n'auraient pas normalement velléité à accéder à ce type d'information. Alors ça arrive tous les jours. C'est aujourd'hui le principal générateur de fuite de données dans les entreprises. Ce n'est pas l'attaque de cybersécurité ou le potentiel ransomware, ça on en parle beaucoup dans la presse et c'est très visible. Par contre, au quotidien, des fuites de données, il y en a tous les jours. Je me trompe dans le mail et j'envoie ma pièce jointe à finalement mon concurrent plutôt que de l'envoyer à un collaborateur interne de l'entreprise. Donc, on va réfléchir à comment est-ce qu'on arrive à contrôler de façon plus fine la diffusion de l'information. Et le deuxième élément lié au facteur humain, c'est aussi de se dire, aujourd'hui, les entreprises commencent à mettre des garde-fous sur ces thématiques. Par contre, rien ne vous dit que le tiers, le cabinet d'avocats avec lequel vous travaillez sur un projet de fusion-acquisition, rien ne vous dit que ce tiers respecte les mêmes règles que vous en termes de gouvernance et de pilotage de l'information. Rien ne vous dit que le tiers à qui vous avez partagé par quelque canal que ce soit un document potentiellement sensible, ne va pas, 2-3 jours après, subir lui-même une attaque de cybersécurité, un ransomware ou tout autre type d'éléments qui pourraient générer une fuite de données. Et donc, pour traiter cette thématique des facteurs humains, il n'y a pas énormément de solutions. Je dirais, la seule qui puisse être pertinente, c'est d'adresser la thématique à la source. C'est-à-dire dès le départ, dès la production d'une donnée non structurée, je produis mon plan AutoCAD de mon usine ou je suis en train de produire mon modèle de contrat pour un client ou ma nouvelle campagne marketing, il faut que cette information, on ait de l'information sur la sensibilité dès le départ, ce qui va permettre ensuite de piloter le cycle de vie, le cycle de vie du document. Et donc, le point de départ, on va dire, c'est l'analyse de la sensibilité, la notion de classification de données. C'est pouvoir identifier pour chaque document qui est produit quel est le niveau de sensibilité de l'information, exposer cela aux collaborateurs dans un but premier d'éducation, que les collaborateurs aient conscience de la criticité ou de la sensibilité de l'information qu'ils manipulent, et, si les entreprises le souhaitent, également ensuite mettre des garde-fous plutôt technologiques pour aller contrôler la diffusion de l'information, bien évidemment en fonction de ces critères de sensibilité. Par exemple, empêcher la diffusion à l'extérieur de l'entreprise de documents dits confidentiels, ou alors empêcher le téléchargement même sur le poste de travail d'un collaborateur d'un document qui contiendrait des données personnelles, potentiellement de vos clients, que vous devez absolument protéger au titre du RGPD. Donc, la classification de l'information, c'est vraiment le point de départ qui va permettre de gouverner l'information et de se prémunir contre toute forme de risque ou d'usage ou de diffusion inappropriée de cette information. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on en parle beaucoup de cette notion de classification de l'information, déjà depuis le RGPD, qui a un petit peu initié les entreprises à la définition de niveau de sensibilité, de critères de sensibilité de l'information, et vous avez tous dû le faire dans le cadre du RGPD. Maintenant, le but, c'est de retranscrire ça d'un point de vue beaucoup plus opérationnel. Et c'est là que le bas blesse, parce que la plupart du temps, je dirais, la mise en œuvre de ce type de politique induit quoi? Un impact pour le business. Un collaborateur qui était habitué à diffuser un rapport à un client tous les mois, certes, il y avait quelques données personnelles dans le rapport, mais ce n'était pas un problème. Bien, à partir du moment où on se dit, OK, on veut être en total respect des règles du RGPD et globalement des règles de protection de l'information de l'entreprise, et bien, de facto, le collaborateur ne va plus pouvoir réaliser cette action qu'il avait l'habitude de réaliser. Donc, la mise en œuvre de ce type de politique doit forcément s'accompagner d'un accompagnement et surtout d'une granularité dans la réponse. Une première réponse qui serait une réponse purement éducative. Je classifie l'information, j'informe les collaborateurs de ce niveau de classification. Une deuxième réponse un peu plus progressive, qui est celle que j'illustre ici par cette petite capture d'écran, qui est de se dire, bon, là,
monsieur, vous êtes en train de faire une action qui n'est normalement pas autorisée par l'entreprise, mais pour que vous puissiez continuer de faire votre travail, je vais vous autoriser à le faire, je vais vous autoriser à partager ce document à l'extérieur, alors que vous n'auriez normalement pas le droit, mais par contre, vous allez devoir justifier. Donc, ça responsabilise d'autant plus le collaborateur parce qu'il a conscience qu'il est en train de réaliser une action qui n'est pas forcément légitime. Et bien sûr, la troisième étape serait bien évidemment de mettre en œuvre des politiques beaucoup plus strictes et qui ne pourraient pas être outrepassées. Mais beaucoup d'entreprises ont essayé directement de passer à l'étape 3 et ça ne marche pas. Il faut piloter la conduite du changement sur ce type de choses. Et n'oubliez pas non plus qu'on ne parle pas simplement de diffusion dite numérique de l'information ou de diffusion dite IT, le partage d'un document par mail ou par un système tiers. Et il y a aussi les fuites physiques, de se dire j'ai accès potentiellement à un document. Alors certes, je ne peux pas le télécharger, je ne peux pas le partager, ou un document qui est diffusé pendant une réunion Teams ou Zoom, etc. Vous connaissez tous le bouton imprime écran de votre poste de travail où on a tous ce qui s'appelle un smartphone avec une caméra et qui va permettre potentiellement d'exfiltrer de l'information, même s'il y a des garde-fous technologiques qui ont historiquement été mis en œuvre. Donc là, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, pour adresser ce type de scénario, on pourrait parler de filigranage, de documents potentiellement sensibles, pour empêcher justement une diffusion physique de l'information où le filigrane irait identifier, bien évidemment, qui est la personne qui est actuellement en train de consulter et potentiellement d'exfiltrer le document. Et enfin, troisième élément, c'est l'exemple que je citais tout à l'heure de se dire les entreprises commencent à bâtir, je dirais, des stratégies de gouvernance et de sécurité assez solides, mais encore une fois, vous ne maîtrisez pas la stratégie de vos clients et de vos partenaires. Et comment est-ce qu'on adresse justement ce scénario pour assurer la sécurité de la transaction de l'information entre l'entreprise et ses partenaires? Eh bien, on va pouvoir imaginer des scénarios tels que justement étendre la zone de confiance, faire en sorte de s'assurer que vos clients, vos partenaires, les tierces parties avec lesquelles vous interagissez, eh bien, respectent, je dirais, les minima requis en termes de gouvernance et de sécurité de l'information avant que ceux-ci puissent avoir accès à l'information, aux documents, aux fichiers qui leur a été mis à disposition. Ça peut être des choses aussi simples que de l'adresser sous l'angle juridique et demander aux tiers d'accepter des conditions d'utilisation peut-être strictes avant de pouvoir accéder au document qui a été mis à disposition. Ou ça peut être des réponses technologiques pour assurer la protection du tiers, disant d'accord, tu vas pouvoir accéder aux documents que je t'ai mis à disposition, mais uniquement si ton mot de passe est robuste ou uniquement si tu as des mécanismes d'authentification et de protection spécifiques. Et on peut même aller encore plus loin, de dire sur certains documents qui vraiment ont des niveaux de sensibilité importants, on va pouvoir aller jusqu'à des mécanismes tels que vérifier l'intégrité du poste de travail ou du mobile du tiers, pour justement assurer que l'environnement ne présente pas de risque pour que le tiers puisse récupérer le document que vous lui avez mis à disposition. Ça peut être vérifier que le système d'exploitation est à jour, qu'un antivirus est présent sur le poste de travail de la personne qui récupère le document, que le disque dur est encrypté, que si le document vient à être consulté par le tiers depuis son mobile, qu'il ait bien un code PIN à 9 chiffres, plutôt que de laisser un accès libre à l'ensemble de ces applications et donc des potentiels documents qui s'y situent. Donc l'extension de la zone de confiance, c'est également une réponse pour, je dirais, assurer la sécurité de la transaction. Mais n'oublions pas ce que moi j'appelle les aficionados de la pièce jointe. C'est-à-dire que 80% aujourd'hui de l'information non structurée diffusée à l'extérieur de l'entreprise l'est à travers les emails, l'est à travers des pièces jointes. Et bien évidemment, qui dit email, qui dit pièce jointe, dit aucune forme de contrôle de la diffusion de l'information. Un email est un email, et on ne peut malheureusement, il n'y a pas de mécanisme particulier dans le monde de l'email pour venir contrôler cela. Donc, on peut imaginer des scénarios de réponse ici qui ont pour objectif de permettre aux collaborateurs de toujours conserver sa manière de travailler. Lui, il a Outlook, il a des fichiers sur son poste de travail, et ce qu'il fait toute la journée, c'est prendre un fichier sur son poste de travail, glisser, déposer dans Outlook, et il diffuse de l'information comme ça, en interne comme en externe. Ce qu'on peut imaginer comme approche pour avoir un pilotage de cette information qui est diffusée par ce canal, c'est ce que vous voyez par exemple ici, c'est de se dire,
j'ai toujours mon cas d'usage côté utilisateur qui est toujours le même. Lui, rien ne change. Par contre, on va changer la logique derrière de diffusion de l'information. On va se dire, OK, une fois que le mail, tu as appuyé sur le bouton Send de ton Outlook ou de ton Google Mail, eh bien, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir enlever la pièce jointe de ton email. On va venir la stocker de façon sécurisée sur un service de stockage. On va venir l'analyser pour identifier en temps réel son niveau de confidentialité. Et ensuite, ce qu'on va mettre à disposition du tiers, ce n'est pas la pièce jointe au sens traditionnel du terme, c'est un lien. Et donc, de facto, ce lien va pointer sur le document qui a été exfiltré du mail et bien évidemment, derrière, de potentielles règles spécifiques d'accès pourront s'appliquer. S'il s'avère qu'on a détecté que cette pièce jointe contenait des informations confidentielles, eh bien, peut-être qu'un tiers extérieur à l'entreprise ne pourra pas y accéder. Ou si on a défini que automatiquement ce document présentait un niveau de confidentialité qui fait qu'il n'est accessible qu'en France, par exemple, on peut avoir des critères même régionaux, eh bien, des personnes qui auraient reçu ce mail avec ce lien et qui essaieraient d'accéder à ce document et qui ne seraient pas situées sur le territoire français ne pourront pas accéder à ce même document. Donc ce mécanisme-là est extrêmement intéressant dans le sens où il ne modifie pas la façon dont les collaborateurs travaillent. C'est-à-dire qu'on adresse la protection de la diffusion par le canal de la pièce jointe par un biais technologique, mais on ne l'adresse pas par un biais humain. On ne change pas, on ne demande pas aux collaborateurs de dire arrêtez d'envoyer des pièces jointes et lorsque vous voulez diffuser un document, il faut que vous ayez sur un système de partage de fichiers sécurisé de l'entreprise, etc., etc. Donc, c'est un vrai enjeu aussi et il y a des réponses qui existent aujourd'hui qui permettent justement de ne pas trop transformer la façon dont les collaborateurs travaillent au quotidien. Donc, on a vu ce premier focus sur les facteurs humains, la diffusion incontrôlée de l'information. Donc, on n'a pas parlé de malveillance jusqu'à maintenant. Adressons maintenant rapidement le sujet, là, beaucoup plus malveillant, les risques dits cybersécurité. Je ne vais pas trop passer de temps à vous expliquer ce qui se cache derrière. Vous le savez tous, vous lisez bien évidemment la presse comme moi. Tous les jours, je dirais, on fait face à des scandales autour de cette thématique-là. Donc, comment je m'assure, bien sûr, de la protection de l'information, des potentielles attaques malveillantes, mais également le deuxième sujet qui est presque le plus important, c'est ce que j'appelle la malveillance interne. Et là, je vous donne un exemple, c'est un collaborateur qui a, je dirais, un usage très modéré du fonds documentaire de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il produit peu de documents, il consomme peu de documents, et du jour au lendemain, ce collaborateur va se mettre à récupérer 100 000 documents ou 5 téraoctets de données. C'est potentiellement inquiétant, ça ne semble pas extrêmement légitime, et ça, il faut qu'on ait un mécanisme pour l'identifier. Pourquoi ? Parce que le collaborateur a accès au fonds documentaire, peut consommer de l'information. Là, ce qui n'est pas légitime, c'est pourquoi est-ce que d'un seul coup, il se met à récupérer énormément d'informations. Et assez souvent, pour l'avoir vécu dans beaucoup de cas, ce qui se passe après, c'est que le collaborateur donne sa démission quelques jours plus tard. C'est à peu près comme ça que ça marche. Donc, comment est-ce qu'on adresse ce scénario-là ? Bien évidemment, identifier les menaces, c'est clair, mais surtout identifier le contexte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne comment les collaborateurs interagissent avec l'information documentaire et identifier les contextes potentiellement à risque. Et pour adresser ça, bien évidemment, plusieurs modèles. Ici, par exemple, je vous mets un petit exemple de, finalement, lorsqu'on va parler de ransomware, de malware, de documents potentiellement malicieux, la plupart du temps, on adresse ce sujet-là sous l'angle très, très axé cybersécurité, réputation, antivirus, etc., etc. On peut maintenant aller beaucoup plus loin. Par exemple, aller identifier dans certains types de documents, ce que j'appellerais des patterns en anglais. Alors, je cherche le mot en français, mais des scénarios qui pourraient être à risque, qui ne sont pas forcément litigieux au sens premier du terme, mais qui pourraient présenter un risque pour l'entreprise. L'exemple parfait, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai un document, c'est un PowerPoint, et dans ce PowerPoint, il y a une pièce jointe qui est un Word. Dans ce Word, c'est bizarre, il y a un document joint qui est un zip, et dans le zip, il y a un document qui est protégé par un mot de passe. On ne va pas se le cacher, ce n'est pas une architecture d'un document Office qui est très commun. Et donc, le but derrière, à travers cette notion de contextualisation, c'est d'être capable de vous dire, OK, il n'y a pas forcément de risque immédiat, mais il y a quelque chose d'étrange.
Et donc, ça va permettre à l'entreprise, finalement, non pas juste d'aller détecter des malveillances explicites, mais d'aller détecter des éléments qui peuvent potentiellement présenter un risque pour l'entreprise. Et derrière, on va retrouver, ce que vous trouvez chez beaucoup d'éditeurs, des modèles dits de machine learning, où on va apprendre progressivement comment les documents sont produits, quel est le format des documents produits par l'entreprise, et derrière, éviter les faux positifs. Lorsqu'on constate que finalement tous vos documents sont faits de la même façon, on ne les considérera plus comme étant potentiellement à risque. Donc, contextualiser l'information pour aller en extraire un niveau de risque. Et le deuxième élément, c'est celui dont je vous parlais dans ma petite introduction sur cette thématique, c'est identifier les anomalies, identifier les déviances par rapport à une norme. Et là, derrière, on va retrouver des notions qu'on appellerait de profiling. Vraiment de se dire, pour chaque utilisateur, on va construire un profil sur la façon dont il consomme l'information. Et dès qu'un utilisateur dérive de son profil, eh bien, on va être capable d'appliquer les bonnes réponses, que ce soit alerter des équipes en charge potentiellement de la cybersécurité ou de la gouvernance dans l'entreprise, ou alors empêcher le collaborateur pour une durée déterminée d'accéder à l'information le temps que son action soit auditée. Mais donc, ce qui est important ici, c'est vraiment non pas identifier des risques extrêmement explicites, mais bien identifier les anomalies par rapport à un comportement. Et enfin, dernier élément sur le volet risque lié aux données dites non structurées ou aux données dites non documentaires, c'est la régulation. On en est tous confrontés, que ce soit des régulations locales, nationales, européennes, plus globales, que ce soit des régulations liées à des industries, dans le monde de la santé, dans le monde de la banque, de la finance. Je dirais, aujourd'hui, chaque industrie a globalement ses propres régulations en termes de protection et de diffusion de l'information. Le RGPD a un petit peu mis un chapeau autour de tout ça, mais ce qu'on se rend compte, c'est que chaque industrie a ses petits composants additionnels ou ses petites contraintes complémentaires qui font que ça devient extrêmement complexe derrière à adresser. Donc, comment on adresse ce sujet de régulation et de s'assurer que les entreprises sont en totale conformité avec, je dirais, les règles de gouvernance et notamment de conservation de l'information? Bien, de facto, c'est piloter le cycle de vie. C'est, encore une fois, comprendre à quel document j'ai affaire, comprendre quelle a été sa vie, comment il a été consommé, modifié, depuis combien de temps il est là, pour derrière pouvoir mettre en œuvre des mécanismes qui vont, je dirais, automatiquement peut-être définir des politiques de rétention de l'information ou de suppression automatique de l'information. Vous avez, je sais pas, le contrat de travail d'un collaborateur qui a quitté l'entreprise, de par le RGPD, vous devez vous assurer qu'au bout d'une certaine durée, tous ces documents finalement sont supprimés ou ne sont pas conservés par l'entreprise. Donc, la gouvernance dans un contexte de régulation, c'est le premier gros thème, c'est rétention-suppression. C'est connaître les documents que je manipule et en fonction de la typologie de documents, appliquer des bonnes logiques en termes de rétention et de suppression potentiellement automatisée de l'information. Le terme conservation légale est aussi extrêmement important lorsqu'on va parler de régulation. En cas d'audit, vous devez être en mesure de potentiellement indiquer qui a modifié quel document à quel moment, vérifier la conformité entre un contenu contractuel potentiellement qui a été envoyé à un client et reçu par le client par rapport à celui qui a été produit par l'entreprise. Donc tout cela se regroupe sous la thématique dite de la conservation légale. Et donc comment je suis capable de revenir en arrière et potentiellement 10 ans en arrière pour aller voir l'état d'un contenu tel qu'il était il y a 10 ans, même s'il a été supprimé ou qu'il n'est plus manipulé par l'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important. Et derrière ça, on retrouve plein de contraintes dites technologiques. Qui dit conservation légale, dit archivage sur longue durée de l'ensemble des contenus de l'entreprise. Je ne parle pas juste de contenus ayant besoin d'être archivés. Et derrière, se créent des contraintes de volume de stockage. Parce que de facto, à partir du moment où on stocke tout, il y a besoin d'une certaine volumétrie de stockage, avec des coûts potentiellement associés. Si, je ne sais pas, vous passez sur un fournisseur de services, par exemple en mode cloud ou autre, qui va avoir des coûts particuliers liés au volume de stockage, la mise en œuvre de ces politiques peuvent parfois être assez coûteuses. Et enfin, dernier élément, la signature électronique. Et
la signature électronique, ici, je l'entends plus sous un angle, non pas sous l'angle traditionnel, signature de contrats, d'avenants, etc. Mais avec la démocratisation de la signature électronique, avec aussi les coûts associés qui aujourd'hui peuvent être réduits, voire annihilés, eh bien, ça va permettre, à travers de la signature électronique, d'aller adresser peut-être des cas d'usage qui ne l'étaient pas aujourd'hui, peut-être valider peut-être certaines mêmes transactions documentaires internes à l'entreprise, qui jusqu'à maintenant n'utilisaient pas de la signature électronique, notamment pour une raison de coût. Eh bien, avec la démocratisation, avec la présence d'acteurs maintenant qui permettent de faire ce type de choses à un coût maîtrisé, mais ça va vous permettre d'aller porter des mécanismes de signature électronique également dans des buts de gouvernance de l'information et non pas exclusivement dans des buts de contractualisation d'une information. Et enfin, dernier enjeu sur cette section autour de la régulation, c'est la souveraineté. La souveraineté de l'information, on en entend parler tous les jours encore une fois. Vous avez à peu près tous les 6 mois de nouvelles règles qui viennent sur cette thématique-là. Et là, deux grands éléments à avoir à l'esprit qui permettent habituellement d'aller adresser l'ensemble de ces sujets autour de la souveraineté. Le premier, vous le savez tous, maîtriser la localisation de ces données. À minima, connaître potentiellement le pays ou la localisation physique de ces données. À maxima, imposer la localisation de la donnée, notamment si vous passez par des solutions plutôt SaaS ou cloud pour le pilotage de vos données documentaires. Assurez-vous d'avoir la maîtrise sur la localisation de vos données et bien évidemment, autant que faire se peut, étant donné qu'on a principalement aujourd'hui des intervenants qui travaillent sur le territoire français, assurez-vous de la localisation des données sur le territoire français. C'est déjà un premier garde-fou en termes de souveraineté. Et il y a un deuxième garde-fou, alors qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais qui a le mérite d'être là et présent chez un certain nombre d'éditeurs. C'est également, si vous passez par des solutions plutôt cloud ou SaaS, ou passez par des solutions éditeurs pour adresser la thématique de la gouvernance documentaire, assurez-vous potentiellement de pouvoir bénéficier de mécanismes qui permettent, je dirais, de rendre l'éditeur aveugle des différents contenus que vous allez stocker ou gouverner en son sein. Encore une fois, ce type de scénario n'est pas une obligation, c'est potentiellement assez complexe à mettre en œuvre en termes de technologie, avec des mécanismes de gestion de clés de chiffrement très particuliers, mais assurez-vous à minima que les solutions que vous choisissez sur cette thématique de la gouvernance puissent proposer ce type de choses, parce que le jour où il y a une régulation complémentaire qui s'ajoute et où ce type de protection devient un prérequis, vous vous assurez que vous puissiez le mettre en œuvre sans forcément changer de solution qui va de facto avoir un coût en termes de migration. Et enfin, j'en aurais terminé et je vais répondre aux questions si vous en avez, mais ayez aussi toujours à l'esprit que finalement cette thématique de la régulation et des données non structurées, elle est multicéphale, c'est-à-dire que toutes les applications que vous voyez là, potentiellement manipulent de la donnée non structurée. Vous avez peut-être des documents clients dans du Salesforce ou dans votre logiciel de signature électronique ou dans votre solution de messagerie instantanée de business messaging. Donc, au final, la réponse est assez complexe dans le sens où ce n'est pas juste un outil qui va, où on dit « Ok, maintenant j'ai mon outil de pilotage et de gouvernance de l'information, je centralise toute l'information de l'entreprise en un point unique ». La problématique, c'est que l'information, elle peut potentiellement être n'importe où dans l'ensemble de ces applications que vous voyez ici. Donc, assurez-vous également que lorsque vous mettez en œuvre des politiques de gouvernance, de reconsolidation du fonds documentaire, vous prenez bien en considération la présence de cet écosystème applicatif et vous puissiez vous assurer que le potentiel choix que vous allez faire d'un ou de plusieurs outils de stockage et de pilotage de l'information, eh bien, ses capacités de s'intégrer avec l'ensemble de ces acteurs pour, je dirais, garantir l'unicité et le stockage et la gouvernance unique de l'information. J'en ai terminé. Peut-être avez-vous beaucoup de questions. Encore une fois, on a vraiment vu le sujet vue d'avion. On pourrait rentrer beaucoup plus en détail sur chacune des thématiques, mais au moins, c'est pour vous donner un petit peu des pistes, des clés de lecture. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur cette thématique-là et ce marché-là. Et on voit les entreprises qui se posent beaucoup de questions,
qui essayent peut-être d'utiliser des outils qui ne sont peut-être pas faits pour adresser cette thématique de la gouvernance. Et donc, on est là aussi pour conseiller et proposer les meilleures options. Oui, merci Guillaume pour cette intervention très complète et très intéressante. Des questions, il y en a. Je vais reprendre dans l'ordre un petit peu de la gestion du projet. Vous avez parlé notamment de pilotage du changement. Caroline, est-ce que c'est un écueil que vous observez aussi chez Sarda Conseil et quels sont éventuellement les conseils que vous pourriez donner et les bonnes pratiques pour justement participer à cette conduite du changement? Alors tout à fait, hein, c'est vraiment un sujet sensible qui est celui de la non prise en compte, on va dire, du pilotage du changement pour les utilisateurs. La notion de les embarquer sur les évolutions que l'on va introduire au niveau des process sur lesquels ils travaillent, que ce soit des évolutions en termes de pratique ou d'outillage, c'est vraiment essentiel. Et sur un sujet comme la sécurité, et c'est ce qu'évoquait Guillaume hein, à travers les informations qu'il a partagées avec nous, c'est qu'il faut aussi savoir les embarquer au même titre que les intermédiations que peuvent être les DSI, les professionnels du numérique, etc. L'utilisateur en tant que tel, il faut aussi qu'il ait conscience de ces données-là autour de la sécurité. Et aujourd'hui, si on doit intervenir dans le cadre d'un programme ou d'une partie d'un programme de gouvernance, le volet conduite du changement, il doit se réfléchir très tôt. Très en amont. Après, il va se dérouler dans le temps en apportant de l'information, en acculturant, en expliquant, en mesurant aussi le type d'évolution qui aura lieu dans la pratique avant de les former à un changement tellement radical qu'en fait, le risque, c'est plutôt de les perdre sur le bord du chemin. Il y a vraiment un travail de progression à faire pour accompagner les utilisateurs dans la bonne prise en main de tous les systèmes qu'on met à disposition. Donc oui, c'est vraiment un sujet sensible. Guillaume, une question qui fait écho au dernier webinaire qu'on a organisé à Archimag et Box sur la Virtual Data Room. Des entreprises proposent l'utilisation de services tels que les stockages en cloud ou les outils de transfert tels que WeTransfer, etc. N'y a-t-il pas un danger important pour les entreprises en matière de gouvernance de l'information, justement? Effectivement, lorsqu'on parle de solutions grand public, déjà, on va pouvoir parler d'un thème majeur qui est l'auditabilité de la transaction. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez très bien utiliser ces outils et la plupart du temps, le risque est plutôt faible ou tout du moins maîtrisé. Par contre, vous n'avez aucune forme d'auditabilité. Donc, ça veut dire je sais pas, vous diffusez un document auprès d'un client final qui a potentiellement valeur légale pour une raison ou pour une autre. Comment vous assurer que le document a bien été reçu, qu'il n'a pas été modifié, je dirais, en cours de route? Comment vous vous assurez du fait que le tiers est potentiellement téléchargé, visualiser l'information? Donc, le principal risque autour de ces outils, c'est principalement des risques en termes d'auditabilité et de suivi de la transaction. Certes, partager pour un fichier, ça fonctionne très bien. Par contre, lorsqu'il s'agit d'aller apporter une valeur légale, apporter de la signature électronique, peut-être en bout de transaction, bien évidemment, ce type d'outil grand public pourra difficilement adresser ce type de solution. Et qui plus est, bien évidemment, et c'est totalement en lien avec ce que je vous ai présenté précédemment, dans ce cas-là, il n'y a pas de gouvernance ou de politique de sécurité dite d'entreprise. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement à part et qui ne vous permet pas d'aller appliquer les règles telles que votre entreprise les ont édictées, dans le cadre du RGPD pour les données personnelles, mais également dans les cadres autres, en fonction, bien évidemment, du type de données que vous manipulez. Une question qui vient de nous arriver. Est-ce que l'utilisation du cloud pour partager ou stocker des données à caractère personnel n'est pas compatible avec le RGPD ou est-ce qu'on peut quand même avoir recours à ce type de solution? Je crois qu'on ne vous entend plus, Guillaume. Excusez-moi, j'étais Mais il n'y a pas de en muet. problème. De façon générale, on peut parler de la thématique des données de santé, parce que c'est un petit peu de ça dont on parle derrière. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que la France a légiféré sur cette thématique-là, où aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'acteurs qui ont un niveau d'accréditation, un niveau de certification qui leur permet de manipuler ce type de données. Acteurs, notamment, qui proposent des solutions cloud. Je fais référence à ce qu'on appelle HDS, qui est la certification qui permet
à des solutions internalisées d'entreprise ou à des acteurs SaaS et cloud de pouvoir proposer des solutions d'hébergement de données de santé. Et en complément de cela, bien évidemment, il y a tous les garde-fous dits RGPD qui font en sorte de protéger ces données. Mais la France a cet avantage d'avoir légiféré et d'avoir défini une réglementation très précise sur les données de santé au sens large et qui devrait vous permettre de travailler en relative confiance avec des entreprises qui ont obtenu ce niveau de certification. Caroline, est-ce que tu voulais compléter? Non, j'abondais sur la remarque de Guillaume et notamment sur les données de santé avec la certification et le HDS, l'hébergement des données de santé, qui est très encadré aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité à raisonner entre des données à caractère personnel et des modes de stockage que sont le cloud. C'est affaire effectivement de contractualisation, d'engagement, d'auditabilité aussi, de surveillance. Et puis, s'il doit y avoir une évolution dans l'hébergement pour des raisons contractuelles, ne serait-ce que de changer d'hébergeur. Il y a tout un travail aussi de vérification du décommissionnement de ces données, de la purge des données on va dire de l'hébergeur précédent, de façon à ce qu'il n'y ait plus de trace de ce qui avait pu être conservé à un moment donné. Mais tout ça est relativement encadré, mais ça n'exclut pas de la part de l'organisation ou de l'entreprise de piloter et de vérifier, de contrôler, d'auditer que les mesures prises sont tout à fait appliquées. Merci à tous les deux. Alors, avant de passer à une toute dernière question, je voulais aussi en profiter pour rappeler que Box va mener prochainement, je vous ai partagé un peu plus tôt, le rapport d'enquête d'une enquête justement menée l'année dernière autour de la gestion de contenu. Cette enquête va être reprogrammée incessamment sous peu, donc on vous transmettra bien entendu les liens à la fois pour répondre et aussi quand cette enquête sera publiée. Donc on espère que vous aurez des choses à raconter. Une dernière question, donc, est-ce que le métier de gestionnaire de l'information tend à se diriger vers le besoin, voire la nécessité de se former à la programmation, notamment sur la structuration des silos de stockage? Je continue donc à avoir un pied dans le plat lorsqu'on travaille avec un prestataire et pas uniquement avoir un cahier des charges des besoins et trouver une solution. Question très pointue. Question très large, Oui. surtout. Non, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut clairement maintenant dissocier, je dirais, le rôle du gestionnaire de l'information, qui est effectivement un rôle, une profession, et les éditeurs qui l'accompagnent derrière pour accomplir sa mission. Les solutions éditeurs, je dirais, en soi, sont des boîtes vides assez souvent lorsque vous les souscrivez, lorsque vous choisissez une solution X, Y ou Z. Et bien évidemment, ce métier d'assurer la gouvernance de l'information est extrêmement important parce qu'étant donné qu'on est sur une boîte vide, à un moment, cette boîte vide, il va falloir la remplir. Il va falloir déterminer un certain nombre de règles. Il va falloir effectivement, et je pense qu'il y a un peu de vérité dans la question, peut-être acquérir certaines compétences un petit peu plus spécifiques, non pas forcément en termes de programmation, mais à minima en termes de maîtrise de ces outils qui peuvent être extrêmement poussés pour faire en sorte que justement le gestionnaire de l'information puisse implémenter de la façon la plus fine et la plus précise possible les règles telles qu'elles ont été édictées par l'entreprise. Donc les outils sont là, ils sont extrêmement puissants, les hommes sont là, ils sont extrêmement agiles. Maintenant, il faut arriver à faire le lien entre les deux pour que les deux puissent se parler et créer derrière la solution parfaite qui répond aux besoins de l'entreprise. Exactement. Caroline, est-ce que tu veux compléter? Est-ce que tu es d'accord? Oui, tout à fait. Je pense que travailler de plus en plus avec des éditeurs, des hébergeurs nécessite de la part de l'organisation d'avoir à se doter d'expertise, de spécialistes ou de muscler, on va dire, la compétence des gestionnaires de l'information. Un sujet qui est souvent à mettre à l'ordre du jour, c'est la compréhension derrière certains termes de la même chose. Le quart d'heure vocabulaire qui peut exister dans plein d'autres sujets existe aussi là, de façon à ce que on s'entende sur ce que l'on met derrière tel type de transaction, tel type d'interaction, tel type d'instruction, et qu'il n'y ait pas de fausses interprétations de part et d'autre. Ça fait partie de l'essentiel on va dire, d'une relation de confiance qui doit s'établir entre le demandeur et son prestataire.
Merci à tous les deux. Alors malheureusement, on va pas pouvoir prendre d'autres questions, sinon on va évidemment déborder. Les questions qui n'ont pas encore été traitées de toute façon seront transmises à nos experts qui pourront vous répondre par ailleurs. Caroline, Guillaume, je vous remercie énormément pour votre participation et votre expertise, c'était très intéressant. Et puis on va laisser la parole à Eric pour la suite.